J'y pensais, là, tu disais sur le côté perdre du temps ou gagner du temps. J'entendais une RH qui racontait une réunion avec des responsables, des responsables syndicaux, qui venaient sur un point assez précis dire, moi, je ne comprends pas. En gros, les employés avaient une certaine appellation avec un sigle. Ils disaient, je comprends pas pourquoi on abandonne ce sigle-là, pourquoi est-ce qu'on a changé le nom, quoi. Et ça aurait pu devenir une réunion très longue où on décrit vraiment très rationnellement le sigle, on se posait la question. Et la RH a répondu, je sais pas, ta mère, elle sait ce que ça veut dire, ce sigle? Et en fait, elle a tellement pris de court tout le monde, elle a tellement rappelé à tout le monde aussi ce truc de, c'est un nom, hein, enfin vraiment, ça change pas grand chose, qu'elle dit, en fait, tout le monde a explosé de rire, tout le monde a dit oui, non, c'est vrai qu'en fait, on s'en fiche. Et je pense qu'elle a réellement gagné 1 heure sur sa réunion. En juste désamorçant la situation. Enfin, le point a été conclu en 5 minutes, hein, c'est bon. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est un autre aspect de la légèreté. C'est un super exemple. Parce que tout à l'heure, on parlait de légèreté un peu comme une capacité à apporter un peu de fun, quoi. Et là, il y a l'autre aspect de la légèreté, c'est aussi une capacité de prendre du recul. De dire, c'est pas si grave. Il y a des sujets qui sont graves. Mais il y en a plein qui sont importants. Mais pas graves. Et avoir cette capacité de prendre du recul en décalant le point de vue, en disant, effectivement, ta mère, elle connaît le sigle, etc. C'est hyper important, en fait. Salut Audrey. Salut Jérôme. C'est la première fois qu'on te voit sur la table ronde. Tu veux te présenter? Oui, rapidement. Je m'appelle Audrey. Je suis consultante chez Albus depuis maintenant 3 ans et demi, je crois. On arrive en même temps. On est arrivés en même temps. C'était une autre époque. Et alors, tu avais une idée de sujet pour cette table ronde aujourd'hui? Tu veux nous en parler? Moi, je me pose la question depuis quelques temps de pourquoi est-ce qu'on est aussi sérieux au travail? Je m'explique, un des trucs que je vois beaucoup, c'est par exemple, tu fais un séminaire d'entreprise ou une réunion et les gens préparent une petite activité au début en mode un petit jeu, un petit truc. Alors, tu vois les gens qui enchaînent en blind test, qui font énormément de blagues et 2 secondes après, ils font « bon, là, on travaille ». Et d'un coup, il y a plus rien, il y a plus d'ambiance, il y a plus personne qui se parle et non mais là on travaille donc on va pas rigoler comme dans un blind test. On met la légèreté dans un petit enclos. Ouais, voilà. Et on est content, on a l'impression d'avoir fait du fun comme il fallait et que déjà c'est un énorme changement par rapport à d'habitude. Exactement. Mais sans forcément s'apercevoir qu'on l'a laissé vraiment dans ce tout petit enclos là. Et toi, ce que tu dis, c'est ça pourrait être utile de s'y prendre différemment? Je suis sûre qu'il y a des moyens de remettre un peu de légèreté, un peu plus de, même pas de fun ou d'amusement au travail, parce qu'en soi, si t'es pas un clown naturellement, t'as pas besoin d'être un clown au travail, mais par contre, je suis sûre qu'il y a des moyens de pas remettre son masque de bon, maintenant on est très sérieux, et que ça peut en plus énormément aider les entreprises. Ouais, je suis d'accord, hein, le monde du travail, c'est quand même le temple du sérieux, de la gravité, et c'est très difficile de s'en écarter. On va discuter de ça, on va voir que peut-être il y a de bonnes raisons à ça, mais il y a aussi de bonnes raisons de s'en écarter. Moi déjà, j'ai l'impression qu'il y a quand même des bonnes raisons d'être sérieux de temps en temps. Là je pense à mon fils en fait, je pense à Maxime, en disant ça, et je vois qu'on peut s'amuser avec beaucoup de sérieux. Moi, quand je vois mon fils qui joue au Lego, qui joue je sais pas quoi, il joue avec énormément de sérieux. Il a vraiment à peu près la même tête que un banquier qui serait en train de structurer un financement pour un paquebot, quoi. Donc, il a vraiment beaucoup de sérieux, mais en même temps, il prend énormément de plaisir. Donc, je trouve que déjà, il faudrait faire une distinction entre les moments où on est sérieux, mais juste parce qu'on est dans son activité et que on joue avec beaucoup de sérieux, ou en tout cas, on est vraiment impliqué, complètement immergé dans ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est une espèce de conséquence d'une concentration extrême de laquelle on tire un certain plaisir. Mais à côté de ça, je suis carrément d'accord avec ce que tu dis, c'est qu'il y a plein d'autres moments où on est sérieux juste par habitude, en fait. Par habitude, ou parce que c'est comme ça que ça se fait, ou par pression sociale, ou parce que ce serait quand même bizarre de pas être sérieux dans ce moment-là, etc. Ouais, je l'ai beaucoup vu quand j'ai commencé à parler autour de moi de la problématique de ma table ronde, ça va être pourquoi est-ce qu'on est aussi sérieux au travail? En fait, j'ai eu beaucoup de retours de non, faut être sérieux au travail. Faut quand être même, sérieux. C'est une injonction. Faut être sérieux. Enfin, je pense que réellement, on peut s'interroger sur les moments où on peut être sérieux et où il faut être sérieux. Et je pense qu'il y a plein de moments où on met du sérieux ou de la gravité à des endroits où il n'y en a pas nécessairement besoin, quoi. Ouais. Sauf qu'on se sent obligé. Ça se voit beaucoup sur les vêtements, moi, je trouve aussi. Ouais. La manière dont on s'habille dans certaines entreprises, dans la plupart des entreprises, c'est aussi une manière de renvoyer une image de sérieux. Bon, évidemment, pendant longtemps, ça a été le costume, la cravate, etc. Je me souviens d'un collègue de mon père. Mon père, il était directeur d'agence au Crédit Lyonnais. Sérieux. Ah, il faut être sérieux quand tu es directeur d'agence au Crédit Lyonnais. Et il avait un collègue, c'était la petite touche de fantaisie de l'agence. Et alors, la petite touche de fantaisie de l'agence, c'était pas le collègue, c'était la cravate du collègue. Il mettait toute sa fantaisie dans sa cravate. Et comme ça, elle était là,
mais elle était pas. Et donc, tu vois, il y a un peu cette idée-là de, on a le droit d'avoir un petit peu de fantaisie, mais bien localisée, quoi. Du coup, ça me fait rebondir sur un truc, c'est que nous, on accompagne différentes entreprises. Et ce qui est assez rigolo, c'est que toutes les entreprises ont un peu leurs normes sociales ou leurs normes culturelles sur ce qui est acceptable au travail, ce qui fait assez sérieux. Et toutes ont des endroits où elles mettent l'autorisation à la créativité, on va dire à une certaine beaucoup plus forme de légèreté à certains moments. Et d'autres endroits, elles se réservent le sérieux. Mais c'est jamais les mêmes exactement. C'est vraiment pas du tout des normes universelles qu'on va retrouver dans toutes les entreprises. Je pensais à des clients. C'est hyper rigolo. C'est des clients qui sont, justement, sur l'habillement assez détendu, sur la manière de discuter entre eux assez détendu. Enfin, quand tu les vois, tu te dis, oui, globalement, ils ont pas trop ces problématiques-là. Et on était dans un séminaire qui était dans un hôtel, qui est aussi un lieu de vacances, et dans lequel il y avait des jouets. Et à un moment, on sort de la malle de jouets une peluche. Là, ça a été, une peluche au travail. Et alors c'était complètement fou parce que il y avait une peluche, donc tout le monde rigolait, était un peu gêné. Il y a une peluche sur notre canapé. Oh là là, c'est trop rigolo, c'est un truc d'enfant. Alors qu'à côté de ça, il y a plein de trucs qui se permettent et qui remarquent même pas, quoi. Comme s'il y avait deux mondes qui devaient jamais se rencontrer, qui s'étaient rencontrés à ce moment-là, quoi. Ouais, exactement. Et chez d'autres clients, par contre, la manière dont ils s'habillent ou la manière dont ils parlent entre eux serait pas du tout acceptée. Mais ils vont faire des jeux entre eux que d'autres accepteraient pas, ou ils vont avoir des grands moments entre collègues où ils vont pouvoir s'autoriser à faire des grandes fêtes que tu retrouverais pas dans d'autres entreprises parce que certains diraient non, avec mes collègues, je reste sérieux, je fais pas la fête. Ouais. Donc il y a vraiment ce côté un peu genre casser la logique de non mais c'est comme ça parce que c'est comme ça. Là, en fait, il c'est faut. Pas universel. Et pour toi, c'est quoi le problème de ces moments où on se dit là, il faut être sérieux et c'est pas on est sérieux parce qu'on est embarqué dans l'activité, mais on est sérieux parce qu'il faut l'être, parce qu'on s'oblige à l'être, parce que on trouverait bizarre de pas l'être. C'est quoi au fond le problème de ça pour toi? Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, la première qui peut paraître un peu sociale, mais c'est je pense qu'aujourd'hui l'entreprise n'arrive pas toujours à répondre aux aspirations, en tout cas de bonheur ou de développement personnel, de bien-être, de plaisir, de plaisir. Des salariés qui sont en train de chercher autre chose, alors qu'ils trouvent il y a des modèles qui poussent un peu le curseur à l'extrême, où on s'est dit pendant très longtemps Google c'est incroyable, il y a des baby-foot. Mais je pense qu'il y a vraiment ce truc-là aujourd'hui de l'entreprise, le gros groupe en tout cas n'attire plus, a priori, mais ça c'est un peu fait commun. Le deuxième, et que je constate beaucoup, c'est que je pense que dans l'entreprise, il y a des actions qui sont essentielles, notamment le fait d'être capable de définir des stratégies, le fait d'être capable de trouver des solutions innovantes, le fait d'être capable de se différencier de ses concurrents, qui nécessitent de la créativité. Et cette créativité-là et cette liberté-là ne peut pas se faire dans un cadre où on se crée du sérieux, où on se crée de la norme. Dans ce cas-là, la seule chose qu'on peut faire, c'est peut-être de l'amélioration continue, mais en tout cas rarement un pas de côté. Le pas de côté, il vient dans des moments de légèreté. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, il y a une époque, je m'intéressais beaucoup à la recherche en psychologie positive, tout ça. Et il y a plein d'études qui montrent le pouvoir des émotions positives, le plaisir, l'amusement, dans la créativité, dans le fait de développer des idées nouvelles, dans la coopération, dans un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on est, en effet, vachement plus créatif quand on prend du plaisir à ce qu'on fait. Et ça nécessite d'avoir une attitude moins sérieuse, en dehors des enclos dont on parlait tout à l'heure. Et je partage complètement que le fait que quand on est sérieux, en fait, une des principales difficultés qu'on va rencontrer, c'est que dès qu'il va falloir faire preuve d'un tout petit peu de créativité, en fait, on va tomber sur des réponses assez convenues. Ce problème est un problème important. Donc, on fait l'hypothèse que comme c'est important, il faut le traiter avec sérieux. Alors que là, on aurait tendance à dire que comme c'est important, il faut y mettre une dose de légèreté par rapport à ce qu'on vient de dire juste avant. Mais c'est pas l'hypothèse qu'on fait. L'hypothèse qu'on fait, c'est comme c'est important, alors il faut être sérieux. Et donc, quel est le problème? Quelle solution on peut imaginer? Comment on met en œuvre cette solution? Qui est porteur de cette solution? Quel racis on fait, etc. Ça, comme tu dis, ça apporte éventuellement quelques petites améliorations incrémentales, de l'amélioration continue, mais jamais des choses complètement folles. C'est convenu. Je trouve que un des éléments importants avec le fait de sortir du sérieux, c'est que ça permet aussi de poser des questions incongrues. Des questions, on se dit mais cette question, elle est bizarre. Pourquoi est-ce qu'on ose se la poser? Je me souviens d'un séminaire qu'on a fait il y a quelques temps. Le sujet, c'était réussir à faire coopérer deux équipes qui ont énormément de mal à coopérer ensemble.
Et ils avaient fait plein de trucs, ils avaient testé plein de choses pour essayer de résoudre le problème. Ils avaient fait la liste de toutes les bonnes raisons qu'ils avaient de coopérer, ils avaient fait la liste de leurs objectifs communs, ils avaient parlé aussi de leur vie privée pour se dire finalement les gens d'en face ils sont un peu comme nous, finalement on devrait les aimer, etc. Nous, fort de tout ça, on avait constaté tout ce qui avait été fait, puis on s'est dit tiens, ça va être rigolo de faire l'inverse. Et la question qu'on leur avait posée, c'était de dire mais maintenant, vous allez lister toutes les bonnes raisons que vous avez de ne pas réussir à coopérer, et vous allez le faire en mode plaidoirie au tribunal. C'est-à-dire que en gros, vous allez avoir plusieurs teams, plusieurs équipes d'avocats, et on va faire le concours de la meilleure plaidoirie. Vous allez donner du votre honneur, du monsieur le président, de tout ce que vous voulez. Il y aura quelqu'un qui jouera le rôle du président du jury, et vous allez faire le meilleur plaidoyer possible, la meilleure plaidoirie possible de pourquoi ce serait une connerie terrible de réussir à mieux coopérer entre ces équipes. Alors évidemment, ça, c'était quelque chose d'assez décalé, perçu dans cet environnement-là, à ce moment-là, comme extrêmement léger, une prise de risque, etc. Mais n'empêche que ce qui est très intéressant quand on fait ça, c'est qu'on arrive, grâce à cette légèreté, à trouver des réponses d'une profondeur, et des freins, en l'occurrence, là, d'une profondeur qu'on n'aurait jamais trouvé autrement, quoi. Et on a découvert que, finalement, ils avaient vraiment des raisons profondes de ne pas réussir à travailler ensemble, qu'on n'aurait jamais découvert si on n'avait pas mis cette légèreté-là. Comme tu dis, il y a un vrai intérêt à aller chercher avec légèreté des raisons profondes, en fait. Et tout à l'heure, tu évoquais aussi un autre aspect, ce que tu disais par rapport au bien-être, c'est que aussi le fait d'être sérieux tout le temps, ça peut être un peu ennuyant, en fait, ça peut être un peu chiant. C'est ça. Alors ça, c'est 100% mon point de vue personnel. Je passe beaucoup de temps à mon travail dans ma journée. Je pense réellement que plus je passe une bonne journée, plus il y a des chances que je passe une bonne soirée. Et donc, j'aimerais bien, si possible, ne pas trop m'ennuyer pendant ma journée. Et je vois beaucoup d'entreprises où je regarde la manière dont ils traitent certaines tâches et je me dis, mais ce truc est passionnant. Et vous arrivez à le rendre mais terrible. Et j'y vais plein d'enthousiasme en me disant, oui, je vais aider un groupe de travail. À la fin, tu sors, tu te dis, non mais c'était cool à la base, pourquoi est-ce qu'on s'est rendu ça hyper compliqué? Et c'est quoi leur mode d'emploi pour rendre un truc fun, compliqué? La grande règle, c'est vraiment de suivre des process. Ce qui est hyper dommage, parce que je pense que le cerveau humain, ce qui est sa grande force, c'est d'être assez bordélique et d'être capable donc de faire des liens. Et qu'en fait, en le suivant et en le processant, on perd un peu toute cette force du fait de travailler avec des humains et pas des machines. Et on essaye de rentrer vraiment les choses dans des cases, mais je pense que vraiment se fixer l'obligation de process et l'obligation de livrable. C'est-à-dire s'interdire de vivre des moments non productifs au travail. Alors qu'en fait, ce sont très certainement les moments les plus utiles. Peut-être pas les plus productifs, mais en tout cas les plus utiles. Et ça, pour moi, ça a créé un stress, par exemple, à une réunion, ou ça crée une obligation de résultat à une réunion qui n'a pas nécessairement lieu d'être. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment cette obligation qui empêche les pas de côté, parce que là, en fait, on est en train de parler de pas de côté depuis tout à l'heure. Et même, je trouve que dans la pression sociale dont on parlait tout à l'heure, il y a vraiment une des raisons pour lesquelles c'est difficile d'échapper à cette espèce de règle de « il faut être sérieux au travail », même quand on n'aurait pas envie de l'être, c'est que ne pas être sérieux au travail, montrer un peu de légèreté, ça peut être aussi perçu, de plus en plus d'ailleurs, comme une perte de temps. On n'a pas le temps de faire des blagues, on n'a pas le temps de poser des questions décalées, on n'a pas le temps de réfléchir à une animation d'une séquence qui sortirait des process et qui permettrait d'aller chercher l'énergie et les émotions positives dont on a besoin pour être créatif. Tout ça, ça va très rapidement être perçu comme des espèces de diversions, de détours inutiles, dans une logique d'optimisation et de rendement qui est en fait hyper contre-productive. En fait. J'ai commencé à lire, j'ai pas fini, mais j'ai commencé à lire un bouquin qui est passionnant, que je conseille à tout le monde, d'un biologiste, il est spécialiste des plantes. Il s'appelle Olivier Amand. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle « La troisième voie du vivant ». Et en fait, il explique à quel point les plantes adoptent des stratégies. Et oui, les plantes adoptent des stratégies qui sont des stratégies qu'il appelle sous-optimales. Par exemple, il explique que la photosynthèse, qui est perfectionnée depuis des millions d'années, a une efficacité de 1% seulement. Et en fait, cette sous-efficacité, ça lui permet de s'adapter à tout. Et il explique que plus une organisation est optimisée, plus elle est vulnérable en fait. Plus elle dépend d'une espèce de conjonction de facteurs pour maintenir son efficacité à un haut niveau qui fait que forcément elle va se casser la gueule. Et donc il faut aller chercher des stratégies sous-optimales et il faut accepter de pas être à fond tout le temps. Alors évidemment c'est facile à dire, mais on peut commencer par introduire un tout petit peu de légèreté, un tout petit peu de soin à l'animation, un tout petit peu de soin à tout ce qui va faire qu'on va être plus créatif au travail, en tout cas quand on en a besoin, quoi. Et en plus, je pense qu'il n'y a pas de difficulté à le faire. C'est pas nécessairement redéfinir une nouvelle stratégie d'être optimal. Je suis en train de penser, mais Simon, on me dit ça, je peux pas réinventer la manière dont je travaille. Par contre, je peux me créer des espaces dans lesquels il y a cette liberté-là, de manière très bête. J'amène des chouquettes, hein.
J'ai pas besoin d'être un clown, j'ai pas besoin de faire des intros de folie, j'ai pas besoin de raconter l'intégralité de ma vie sentimentale à tous mes collègues pour être sûr que vraiment ils me connaissent bien. Par contre, juste je ramène des chouquettes, je demande comment ça va, est-ce que tout le monde est prêt à travailler, et je crée un peu un cadre différent dans une réunion que moi je vais organiser, sans être super transgressive. En fait, rien que ça, je vais créer un espace, en tout cas un petit cocon. De temps en temps, s'autoriser à dire un truc qui nous passe par la tête en pleine réunion, même si c'est complètement décalé et que ça n'a rien à voir. Parce qu'on avait envie de faire une blague, parce que voilà, ça c'est possible aussi. Et en effet, c'est des petites choses comme ça. Ouais, j'y pensais, là tu disais sur le côté perdre du temps ou gagner du temps. J'entendais une RH qui racontait une réunion avec des responsables, des responsables syndicaux, qui venaient sur un point assez précis dire moi je ne comprends pas, en gros les employés avaient une certaine appellation avec un sigle, ils disaient je comprends pas pourquoi on abandonne ce sigle-là, pourquoi est-ce qu'on a changé le nom quoi. Et ça aurait pu devenir une réunion très longue où on décrit vraiment très rationnellement le sigle, on se posait la question. Et la RH a répondu je sais pas, ta mère elle sait ce que ça veut dire ce sigle? Et en fait, elle a tellement pris de court tout le monde, elle a tellement rappelé à tout le monde aussi ce truc de c'est un nom, hein, enfin vraiment, ça change pas grand-chose, qu'elle dit, en fait tout le monde a explosé de rire, tout le monde a dit oui, non, mais c'est vrai qu'en fait on s'en fiche, et je pense qu'elle a réellement gagné 1 heure sur sa réunion, en juste désamorçant la situation. Enfin, le point a été conclu en 5 minutes, hein, c'est bon. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est un autre aspect de la légèreté. C'est un super exemple. Parce que tout à l'heure, on parlait de légèreté un peu comme une capacité à apporter un peu de fun, quoi. Et là, il y a un autre aspect de la légèreté, c'est aussi une capacité de prendre du recul. De dire, c'est pas si grave. Il y a des sujets qui sont graves, mais il y en a plein qui sont importants. Mais pas graves. Et avoir cette capacité de prendre du recul en décalant le point de vue, en disant effectivement ta mère elle connaît le sigle, etc. C'est hyper important. En fait. Et d'ailleurs, tout à l'heure on disait il y a une bonne raison d'être sérieux, c'est que quand c'est juste une conséquence du fait qu'on est hyper concentré et qu'on est à ce qu'on fait, et dans ce cas-là c'est génial. Pour moi, il y a une autre bonne raison d'être sérieux de temps en temps, en parlant de gravité, c'est que parfois il y a des sujets graves. Évidemment, quand on est dans des ambiances de PSE, de plan social, ou quand on est sur des sujets d'accident du travail ou des choses comme ça, là évidemment, ce serait perçu et ce serait un manque flagrant d'empathie que d'être fun et léger dans ces moments-là. Dans ce cas, il faut vraiment faire la distinction entre les moments graves et les sujets importants. Les moments graves, faut être sérieux. Les sujets importants, faut-il être sérieux ? On peut se poser la question. C'est vraiment une distinction qui me semble importante. Et notamment sur le sujet de l'empathie, ça revient aussi à... Bon, il y a des sujets où on s'imagine a priori qu'ils vont être graves. L'empathie, tu le disais aussi sur les espaces de réunion et le fait de perdre ou pas perdre du temps. En fait, juste vraiment se connecter aux personnes avec qui on discute, prendre le temps de demander juste comment ça va, prendre le temps d'introduire vraiment les sujets et de comprendre les réactions qu'il peut y avoir. Parce que parfois, t'as quelqu'un qui va réagir de manière hyper émotionnelle à un truc et tu t'y attendais pas. Et si tu traites absolument tout avec la même gravité, même process, tout, alors qu'en fait, il y a vraiment des sujets qui vont tenir à cœur à certaines personnes, tu risques de rater. Et tu risques de rater en productivité parce qu'en fait, ça va te mettre longtemps de rattraper. Et les 5 minutes que tu auras pris avant pour vraiment te connecter aux personnes qui travaillent avec toi, elles vont te faire gagner du temps. Et c'est juste une question d'empathie, en fait, d'essayer de comprendre à peu près la personne avec qui je vais travailler, comment elle va aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer. Bien sûr. Ça me fait penser, il y a peut-être, moi, un dernier conseil qui me passe par la tête, là, c'est que une fois qu'on dit ça, on peut comprendre que une des tâches du manager, une des 77 tâches du manager, c'est de veiller à la qualité de l'expérience qu'il propose quand il anime une réunion et tout ça. Parce que finalement, quand on parle de légèreté, d'émotions positives, on parle de la qualité de l'expérience qu'on propose. Parce que c'est cette qualité d'expérience qui va faire qu'on va être créatif ou pas, qu'on va mémoriser ce qui se passe et pouvoir le réutiliser après, ou qu'on va être complètement inattentif et que tout va nous passer 3 mètres au-dessus de la tête. Et alors moi, j'ai en tête une directrice de secteur d'une entreprise dans laquelle j'ai travaillé pendant un moment, qui s'était aperçue qu'en fait, elle animait des réunions qui étaient plombante. En fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle passait en revue pendant une matinée tous les mois les résultats de son secteur en balançant sur un PowerPoint un tableur Excel. Elle commençait toujours par dire « Bon, vous voyez pas parce que c'est trop petit ». Mais si on voit pas parce que c'est trop petit, au bout de la 7e fois que tu fais le coup, grossit, quoi. Et elle s'était aperçue que c'était pas efficace. Et notamment, pas uniquement pour des tailles de police, mais aussi parce que, en fait, c'est elle qui expliquait les résultats pendant une matinée et que c'était plombant. Et elle avait inversé le truc. Elle avait fait ce qu'elle avait appelé une animation Géopardie, parce qu'à l'époque, il y avait un jeu télé. Je crois que c'était animé par un vieil animateur qui s'appelle Philippe Risoli, c'est un truc des années 90. Même moi, je crois que j'ai pas connu, ou alors vraiment sur la fin. Et Géopardie, c'était, on donnait les questions, on donnait les réponses et il fallait trouver la question. Ouais.
Et là, en fait, elle projetait un chiffre, 7,2. Et puis, elle demandait à son équipe, bon, 7,2, c'est quel indicateur? Ça doit être le nombre d'appels sortants, en moyenne, par semaine et par conseiller. OK. Et 7,2, c'est un bon ou c'est un mauvais chiffre? Est-ce qu'il est en amélioration ou en détérioration par rapport au mois dernier? Etc. Et donc, elle en faisait quasiment un jeu, quoi. Mais c'était un jeu sur un sujet extrêmement sérieux qui faisait qu'il y avait une appropriation de ces informations-là et une participation de l'équipe qui était 100 fois supérieure à ce qui se passait avant. Donc, l'attention portée à la qualité de l'animation et à l'expérience qu'on propose à son équipe en tant que manager, c'est fondamental, en fait, sur ces sujets-là. Et pour ça, il y a une question toute simple qu'on peut se poser. Avant de réfléchir aux modalités de comment je vais animer, parce que c'est encore une question assez auto-centrée de moi, comment je vais être à l'aise. Un des trucs que je pose beaucoup aux différentes équipes qui vont avoir des interactions ou qui vont préparer des réunions, c'est tu veux que les gens sortent de cette réunion, c'est on dit quoi? Ou tu veux que les gens sortent de ce projet en se disant quoi? Est-ce qu'ils ont appris plein de choses? Est-ce qu'ils ont passé des bons moments? Est-ce qu'ils ont rencontré des personnes? Et à partir de ce moment-là, si c'est très clair sur ton objectif, ça va t'aider à tout animer de manière un petit peu différente. Mais là, tu cites un exemple où, en fait, c'est hyper dur à mettre en place si c'est pas nécessairement ta personnalité d'interagir comme ça, d'avoir ce support-là, enfin voilà. Mais par contre, c'était assez au clair de toi, tu disais, moi, je veux qu'ils sortent. Globalement, elle répond en s'étant approprié les chiffres que je leur donne. Eh ben, tu vas trouver une animation qui te ressemble et tu vas trouver un moyen de faire en sorte de faire passer aux gens un moment qui va être qualitatif. Dont ils vont se rappeler et qui sera intéressant pour eux. Et en plus, ils vont passer un bon moment, quoi. Ouais. Donc ça, c'est fondamental. J'ai l'impression qu'il y a un résumé de tout ça, c'est que dans le monde de l'entreprise, en règle générale, on est obnubilé par le fond, par qu'est-ce qu'on doit faire, à quel moment on doit le faire, la nature des indicateurs, les plans d'action, les livrables, etc. Et qu'on gagnerait énormément à accorder un peu plus d'attention, voire beaucoup plus d'attention aussi à la forme en règle générale, c'est-à-dire la qualité du moment qu'on fait passer, les animations, le temps qu'on a pour faire ça, l'effet ou l'impression qu'on a envie de laisser, ou la trace, les émotions qu'on a envie de laisser chez les personnes qui participent à ce moment-là. Et que ça, c'est vraiment fondamental et c'est pas une perte de temps, c'est pas un détour, c'est pas une coquetterie, c'est quelque chose d'extrêmement important, quoi. Oui, et je pense qu'on peut aussi, en conclusion, se dire que l'entreprise, c'est un monde de croyances dans lequel on a des croyances sur ce qui est sérieux, ce qui est acceptable, ce qui est pas acceptable, que nous, on voit très bien en tant que consultant que ça dépend complètement des entreprises, et qu'on a tout à fait le droit d'essayer de s'en défaire à plein de moments, de réinterroger ces croyances-là, de pourquoi est-ce qu'à tel endroit, à tel moment, je dois absolument être sérieux, pourquoi est-ce que je considère que c'est essentiel pour moi d'être productif, et s'autoriser à questionner en tout cas le système dans lequel on est, pour trouver soi-même de propres solutions pour être à l'aise. Exactement. En ayant conscience que c'est très difficile parce que si c'est aussi ancré, c'est forcément une partie de la culture, donc des normes sociales, et que donc faire ce que tu dis là, ça veut dire s'écarter de la norme, ça veut dire faire des choses différemment des autres, ça veut dire de temps en temps des gens qui nous regardent avec des yeux un peu ronds. On sait pourquoi on le fait, mais ça reste difficile à faire. Donc sur ce terrain-là, comme sur plein d'autres, le moindre petit progrès est déjà souvent très courageux. Est vraiment bon à prendre. Et en plus, sur ce sujet-là, un petit progrès peut engendrer des gros effets de contraste par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et il peut y avoir pas mal à gagner. Eh ben, on a fait le tour. Bah ouais, je pense, hein. Génial. Merci Audrey. Bah, merci à toi, Jérôme. Je sais pas si de votre côté, vous avez d'autres idées sur ce sujet. Comment est-ce qu'on peut être un peu moins sérieux au travail, les moments qui s'y prêtent, les moments qui s'y prêtent moins. Mais en tout cas, on est preneur de vos commentaires sur tous les réseaux possibles et imaginables. À bientôt.